À la naissance de ma première fille, ça a changé les priorités. Je me suis rendu compte à cette époque que si je continuais dans la même direction que j'avais prise, j'allais en crever. Nos enfants, 75% du temps qu'on va passer avec eux, c'est avant leurs 12 ans. Et 18 ans, c'est 90% du temps, quoi. C'est des périodes, il faut pas les louper, quoi. Une fois que c'est passé, c'est terminé, quoi. Ou est-ce que je mène ma vie pour le 1% de risque qu'il y a à faire chaque truc, ou est-ce que je la mène pour le 99% de résultats et de choses positives que ça peut m'amener? Salut Cédric, comment ça va? Salut Damien. Eh ben écoute, très bien, ravi d'être ici avec toi. Ravi de t'avoir sur le podcast. Tu es une personne qui est très inspirante. Je t'ai rencontré il y a quelques mois et je me rappelle encore de notre discussion en allant au restaurant à Marrakech. Et vraiment, Ouais. j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'on était assez alignés sur le côté assez terre à terre cartésien de la vie et orienté assez basiquement femme, enfant, besoins primaires et kiffer tout ça. Est-ce que tu me permets de te présenter? Volontiers, je t'en prie. Merci. Donc, Cédric, tu es un multi-entrepreneur à succès. Tu as créé et revendu plusieurs boîtes. À un moment, tu avais l'impression de t'être créé une prison dorée avec toutes ces sociétés. Puis, tu as découvert le monde des crypto-monnaies et tu as décidé de faire un pari en mettant en place une stratégie que tu appelles Life Changer. Tu as réussi à faire un exit qui te permet aujourd'hui d'être totalement libre et de pouvoir te consacrer seulement aux projets qui te passionnent. Et tu as l'objectif d'atteindre un capital global de 100 millions d'euros pour permettre à ta famille, et tes filles en particulier, d'être dans le top 0,1%. Tu es marié et tu as 2 petites filles et tu vis à l'île Maurice depuis environ 2 ans. Est-ce que j'ai fait le tour? C'est parfait, exact. Merci. Tu as accepté de nous expliquer tout ce beau parcours. Moi, je me suis régalé en lisant ton livre. Donc, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. J'ai lu le livre pour préparer. Je l'ai juste à côté, voilà. Yes, pour préparer l'interview. Et ce que j'aime avec toi, c'est que t'es comme moi sur un truc. C'est ce que tu fais bien, tu dis que tu le fais bien. Ce que tu connais pas, tu dis que tu le connais pas. Et t'es pas là à vouloir être un multi-expert de tous les domaines, comme on peut en voir beaucoup sur Internet malheureusement. Et ça, c'est vraiment un facteur qui me permet moi, dans mon arbre de décision interne, de me dire ok, ce gars-là, il doit être sur mon podcast. Alors, on va commencer, si tu veux bien, par un concept qui est très cher pour toi, c'est l'ikigai. Et dans ton livre, tu dis que c'est quelque chose qui t'a vraiment permis de savoir là où tu voulais aller, qui tu voulais être, et de faire un peu est-ce qu'on peut dire pivot, je ne sais pas, mais en tout cas, cette remise en question à un moment important de ta vie. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est, grosso modo, et quelle a été la valeur ajoutée pour toi? Oui, alors le concept en fait, ça vient de l'île d'Okinawa au Japon. Ils se sont rendus compte, c'est l'île des centenaires en fait, ils l'appellent là-bas, ou l'île des immortels. Je sais plus exactement le terme qu'ils utilisent, mais en fait c'est là-bas où les gens vivent particulièrement longtemps et plutôt très heureux. Et c'est que ils ont un concept donc qui s'appelle l'ikigai. D'ailleurs, c'est Oussama Hamar, dont je fais partie du mastermind, a repris aussi le terme ikigai. Et c'est de regrouper en fait ce pourquoi on est doué, ce que l'on aime faire, ce dont le monde a besoin, donc là où on apporte de la valeur, et ce qui nous permet d'en vivre. Voilà. La traduction à l'occidental, c'est là ce qui nous apporte de la rémunération, mais en fait c'est vraiment le côté ce qui nous permet d'en vivre, puisque sur cette île, si les gens te donnent à manger, etc., si ça te permet en fin de compte de subvenir à tes besoins de cette manière, ça correspond à l'ikigai. Donc en l'occurrence, on va dire nous dans notre monde occidental, c'est de gagner de l'argent avec ça, quoi. Et donc moi, à la naissance de ma première fille, je me suis tu sais, hein, t'es papa aussi, mais c'est un événement d'avoir un enfant. Ça fait, en tout cas pour ma part, ça a changé les priorités. Ça fait revoir la vie d'une autre manière. Et je me suis rendu compte à cette époque que si je continuais dans la même direction que j'avais prise, j'allais en crever. En fait, j'avais vu des gens qui étaient pour moi mon futur, et
et je voulais pas aller dans cette direction, quoi. Donc, ok, ben quand tu vois clairement, tu dis, ok, ben si je continue comme ça, dans 20 ans, je suis mort, quoi. Enfin, ou en tout cas dans un style de vie qui est quasi pour moi mortel, quoi. Bon, ben t'es obligé de changer, quoi. Donc j'ai essayé de faire en sorte dans ma vie de mettre en place ce qu'il fallait pour amener ces changements, et un truc qui m'a aidé pour me réaligner avec vraiment qui je voulais être et ce que je voulais faire, c'était la notion d'ikigai. Donc. Excellent ce que tu dis. Est-ce que je parle souvent de longévité. Moi, je suis très sportif et en fait, avec mon coach, j'ai des objectifs de assez importants au niveau compétition, et en fait, en grattant, il a compris que indirectement, le seul truc que je cherchais derrière ces prétextes de compétition, c'était travailler ma longévité et être en bonne santé longtemps. Et il y a un truc qui est très important dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, à un moment, être entrepreneur à succès avec un cancer morbide, en fait, le succès devient toutefois assez limité. Et alors je dis ça, moi j'emploie avec des mots, je suis quelqu'un de très cash et très direct. Mais si tu gagnes beaucoup d'argent, et tu travailles tout le temps et que tu vois pas tes enfants, mais que tu prends des sandwichs tous les midis, que tu fais pas de sport, tu restes assis à un bureau, en fait c'est juste une statistique, hein, c'est que tu vas mourir plus tôt. Sinon c'est juste que tu as de la chance. Mais normalement tu devrais avoir de la chance de mourir plus tôt, si on le met dans l'autre sens. C'est que tu mets tous les paramètres au vert pour mourir de façon précipitée. Et ce qui est énorme, ce qui est difficile dans ton cas, c'est que t'étais, comment dire, financièrement c'était cool, quoi. Enfin, épanoui intellectuellement c'était cool. T'étais pas non plus dans un boulot que, alors il y avait des choses que t'aimais pas quand tu racontes dans ton livre, mais t'aimais bien ça. Mais t'as vu que t'étais en train de mettre la voiture en sur-régime, quoi. Complètement. Exactement. Et sur la notion de longévité, on aurait des choses. Moi, je me fais accompagner par un des médecins spécialistes en France, Denis Coester, je me permets de le citer, hein, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est intervenu dans ma communauté, qui est assez connu, hein, il a sa chaîne YouTube aussi, et il m'accompagne sur l'aspect longévité, donc si jamais tu veux qu'on échange sur le sujet, il a fait une intervention, je te l'enverrai. Donc oui, complètement d'accord avec ce côté de... et même chose, un truc, on passe nos enfants, 75% du temps qu'on va passer avec eux, c'est avant leurs 12 ans. Et 18 ans, c'est 90% du temps, quoi. Donc c'est des périodes, il faut pas les louper, quoi. Une fois que c'est passé, c'est terminé, quoi. Et voilà, donc effectivement cette prison dorée où tu vois, en fait tu coches les cases du succès, on va dire tel que le projette la société. Tu vois, avec j'ai la maison, j'ai la voiture, j'ai ma famille, je suis patron, et puis avec aussi l'image du patron, c'est le premier arrivé, dernier parti. Ah, c'est bien, il souffre, tu vois, il bosse, il se donne à fond, il se fait passer après ses employés, il bosse les week-ends, enfin, avec vraiment ce côté, tu vois, sacrifice qui est très ancré, hein, dans la culture française et la culture entrepreneuriale française, avec ce côté de sacrifice, de devoir être au service, et puis tu oublies aussi ta famille, tu oublies tes proches, tu oublies de passer les moments les plus importants de ta vie avec tes enfants, et la vie passe et voilà, et après c'est terminé. Et ouais, tu l'as fait en raccourci, mais je dis souvent ça, par exemple, par rapport au projet d'investissement immobilier, c'est que vous pouvez faire les meilleurs projets du monde. Si 5 ans plus tard vous divorcez, vous faites un reset et vous repartez quasiment à zéro. Donc l'équilibre global est important, et vos objectifs personnels sont importants. Si réellement il y a que l'argent qui vous intéresse, soyez bien carré avec ça, et c'est ok, mais il faut être très très carré avec ses objectifs personnels. Toi, au début, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, au tout début, c'était quoi ta motivation principale? C'était la liberté, déjà, la souveraineté, le fait de faire les choses comme je le souhaitais, ou de la manière dont je le souhaitais, de pouvoir... Un truc que je me rappelle, c'était de bosser de chez moi.
de pouvoir dire ok, je bosse de chez moi et puis je choisis entre guillemets avec qui je travaille. À la base c'était cette liberté là, et puis aussi mais je le lie à la liberté, c'était aussi d'augmenter de gagner plus quoi. Quand j'ai commencé, je suis resté 1 an salarié, mais au bout de 4 mois j'avais commencé à préparer le lancement de la première boîte, et je gagnais 1140 € net par mois. Et en fait, ça me convenait pas. Il y avait aussi l'envie de plus, quoi, de l'ambition, en fait, tout simplement, hein, osons le dire, quoi. Donc voilà, le vecteur, premier vecteur, la liberté, souveraineté, et avoir plus d'argent. Mais pour moi, plus d'argent, je le lis directement à l'aspect. J'ai mis du temps à le formuler comme ça, et je remercie Tougan Bara qui l'a bien formulé, mais c'est un moyen de négociation face à la vie, quoi. Une assurance à la connerie humaine avec la sienne en premier. Et la notion de liberté, alors on entend beaucoup parce que c'est très vendeur, la liberté financière. Et pour moi, je sais pas ce que t'en penses, mais la liberté la plus importante, c'est la liberté d'esprit. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, mon seul kiff, c'est pouvoir dire, entre guillemets, merde à n'importe qui si j'ai pas envie de travailler avec. Si j'ai pas envie d'un client, de me dire, tiens, toi, je te rembourse parce que t'as pas respecté mon équipe, par exemple. Ça nous est arrivé il y a quelques temps. Quelqu'un qui a pas respecté mon équipe, et ben, on l'a remboursé directement. Et point barre, parce que je veux être aligné dans ce que je fais. Et pour moi, c'est celle-là, la liberté, parce que la liberté financière, c'est pas que c'est du bullshit, parce que c'est vrai. Maintenant, la liberté financière à Paris, à Montpellier, là où je suis, ou en Thaïlande, elle est tout à fait, différente, et on la manipule un peu comme beaucoup de choses. Donc, tandis que la liberté d'esprit, on la manipule pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'es libre dans ta tête? Et je sais pas ce que t'en penses si c'est une liberté qui, toi, te parle. Je suis totalement d'accord, dans le sens où ça donne des options, en fait. Ça te donne le choix, et surtout ça te donne le choix d'être aligné avec tes valeurs, et de pas être de driver ta décision parce que j'ai pas les moyens d'en prendre une autre, en fait. Effectivement, d'avoir la possibilité de dire non aux gens avec lesquels t'as des valeurs qui sont pas les mêmes, ok, ça matche pas, et c'est la vie, hein, c'est normal. Ça, en fait, ça revient de la liberté, mais en fait, la liberté de choix, je trouve que c'est la plus belle des richesses, quoi. Excellent. Et là, vous nous écoutez et vous vous dites peut-être, tiens, mais oui, mais Cédric, il doit être extraordinaire et moi, j'ai pas les mêmes capacités. Il y a des choses où souvent, quand on a vraiment envie de faire, il y a deux choses. Il y a celui qui se surestime. Et souvent, il écoute pas ce genre de podcast parce qu'il a pas besoin. Lui, il est au-dessus des gens. Il fait jamais rien, mais il est au-dessus des gens. Mais il y en a, et c'est sûrement votre cas quand vous nous écoutez. En fait, vous avez tendance des fois à vous sous-estimer et à vous dire, tiens, non, si lui, il a réussi, c'est qu'il est mieux que moi. Et tu parles dans ton livre de quelque chose que j'aimerais bien qu'on fasse un zoom dessus. Alors, je vais peut-être mal le prononcer, tu m'en excuseras. Le billet de Dunning-Kruger, qui pour moi est fondamental à comprendre pour arrêter d'écouter je veux dire, ma mère, si elle écoute, elle va me dire, mais le merdier ambiant. C'est-à-dire, en fait, les 60 millions de sélectionnaires de l'équipe de foot qui font du gras et qui boivent de la bière, ça va être la même chose dans l'entrepreneuriat, dans plein de domaines. Vous allez écouter plein de personnes qui savent, et du coup, vous aurez l'impression que vous ne savez pas. Ou alors, vous allez faire des choses qui sont simples et vous dire, non, si c'est simple pour moi, c'est simple pour tout le monde. Et tu en parles dans ton livre, et je trouve que c'est tout à fait pertinent de l'évoquer dans le podcast, parce que maîtriser ce biais-là, c'est peut-être se donner la chance de réussir. Oui, c'est à la fois une protection contre ceux qui croient savoir et qu'en fait ils ne savent rien, et c'est aussi une protection aussi pour soi-même, de comprendre que quand on attaque un nouveau sujet, on a l'impression rapidement de savoir beaucoup parce qu'on apprend beaucoup, effectivement, mais on est au sommet de la montagne de stupidité. C'est l'effet de Dunning-Kruger, et il faut pas justement à ce moment-là se surestimer. C'est d'avoir conscience qu'on est au sommet de la montagne de la stupidité, justement, et de continuer à creuser et de pas prendre des décisions qui pourraient être malvenues à ce moment-là.
Yes, rester. Et ça qui est difficile, hein, c'est de rester toujours lucide. Hein, et t'en parles dans ton livre. Alors sur la partie, on zoomera un moment là-dessus sur les crypto-monnaies, mais en fait de réussir. Et quand on a réussi, on a tendance, mais tous, hein, c'est le cerveau qui nous joue des tours, à se croire un peu le roi du monde. Et ça nous arrive à tous dans tous les domaines. Et c'est pas de notre faute, c'est pas de votre faute, ça vous arrive. C'est-à-dire que, en fait, il faut aussi pas se juger. Il faut se servir. Ok, ça m'est arrivé. J'ai pas été vigilant parce que je me croyais meilleur que la population et accepter et plutôt tirer un plan d'action par rapport à ça plutôt que se dire non, je suis un idiot, un abruti fini. Je pense que tout le monde, mettez-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé, mais tout le monde a de temps en temps dans un domaine particulier pris quelque chose, un sujet de haut. Et tu le dis très bien dans ton livre par rapport à ton succès en crypto-monnaie. Le coup d'après, bon ben t'as pris une demi-claque quoi. Enfin une demi. Il y en a qui diraient que c'est une bonne claque. Tout est une question de valeur de référence. Oui, absolument. Toi, Ouais, je voulais juste évoquer un truc, hein, ce que tu viens de dire sur le fait de se surestimer quand on a eu un succès. C'est un truc qui moi, j'ai beaucoup je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont pu vendre leur boîte et j'ai vu malheureusement plusieurs fois cet effet où, tu vois, ils sont successful, ils se disent ça y est, ok, ben j'ai gagné le game en quelque sorte quoi. J'ai vendu ma boîte, j'ai mes millions, ok. Et en fait, ils oublient tout le chemin. Ils oublient tout le chemin, ils oublient toutes les milliers d'heures, les sacrifices, là où ils ont toutes les erreurs, là où ils se sont relevés. Ils oublient tout ça, en fait, rapidement. Mais c'est un effet du cerveau, encore une fois, dont il faut avoir conscience le plus possible. Et ils se disent, ok, ben, ils ont l'impression qu'en fin de compte, oh ben, c'était pas si compliqué, c'était plutôt simple, qu'ils sont super forts. Ils ont réussi un truc que peu de gens étaient en capacité de faire. Et ils ont l'impression que en fait, quel que soit le domaine qu'ils vont attaquer, on le voit au niveau de l'investissement d'ailleurs, ils se disent, bon, l'investissement, je vais être super bon aussi. Investir dans les startups, allez, la première startup que je trouve, j'y mets des centaines de cas dedans parce que je suis sûr, moi je suis un entrepreneur successful, j'ai du flair, et voilà, c'est un effet où on se surestime en fait tous les domaines et on oublie que dans n'importe quel domaine, il y a les fameuses 10 000 heures. Voilà, pour arriver à maîtriser en fait ce domaine-là et qu'il n'y a pas de magie, c'est du travail, c'est du temps, c'est de la pugnacité, c'est des erreurs, c'est de se relever, c'est apprendre de ça, voilà. Il y a un truc qui est important, les amis. Il y a rien qui arrive qui tombe du ciel. C'est-à-dire que il peut y avoir une fois quelque chose qui vous tombe du ciel, comme le loto. Vous pouvez avoir demain après avoir écouté l'interview, vous allez vous placer sur une crypto et vous allez faire x2, x3, je sais pas, en 3 mois, sans connaissance, sans rien, juste en faisant un coup. En fait, quand on fait un coup, c'est au petit bonheur la chose. Donc c'est pas prédictif et derrière vous n'allez pas pouvoir itérer plus. Il y a rien qui ne se produit sans une grande charge de travail pour acquérir les compétences et la sagesse qui va avec, pour réellement avoir une maîtrise structurée des choses. Et c'est ce que tu dis avec la règle des 10 000 heures qui s'applique. Moi, je viens du judo et le maître du judo qui s'appelle Maître Jigoro Kano, celui qui a inventé le judo. Il y avait un truc qui disait on n'apprend pas, on répète pas une fois, on répète pas 1000 fois, on répète, on ne s'arrête jamais de répéter. 1 pour maîtriser, 2 pour améliorer ce qu'on fait déjà. Et aujourd'hui, mon cher Cédric, force est de constater qu'on est dans une population où il y a beaucoup de fainéants qui veulent les résultats sans les efforts. Et votre problème, c'est que notre problème à tous, hein, c'est que comme on entourait ces gens-là et qui se permettent de juger, bah ça vous fait dire que c'est peut-être difficile de le faire. Mais en fait, c'est juste une question de mise en situation, de monter en compétence et de pas écouter les autres, de s'écouter soi-même. Mais malheureusement, on est entouré de personnes qui pensent tout savoir et qui veulent très très vite les résultats. Dans le sport, dans les crypto-monnaies, t'as dû en voir, tu vas nous en parler, t'as dû en voir des rigolos qui pensaient être des pseudo-experts qui avaient fait 2 allers-retours. Et c'est vraiment structurant de pas se laisser biaiser
cette partie-là. Et ça, tu le mets très très bien dans ton livre. C'est pour ça que je voulais vraiment zoomer sur cette notion-là. Toi, tu as créé combien de boîtes, Cédric? Alors, attends. 1, 2... Je crois que j'en suis à 5. Ouais, c'est ça. 5? T'en as qu'on fait faillite? Ouais. Oui. Bah non. Non, jusqu'à maintenant, écoute, croise les doigts. Hein, c'est... Jusqu'à maintenant, non, aucune qui ont fait faillite. Et tu en as revendu combien, du coup? J'en ai revendu... vraiment revendu 2. Et il y a une question que j'adore poser, et toi, je vais te la poser différemment. C'est parce que je sais que c'est pas du tout ça va pas être la même réponse aujourd'hui qu'il y a quelques années. C'était quoi ton quotidien de chef d'entreprise il y a 4 ans? Et c'est quoi ton quotidien de chef d'entreprise aujourd'hui? Écoute, en fait, je le résumerai de cette manière. Il y a 4 ans de ça, plus. Déjà, il y a 4 ans, les choses avaient quand même déjà bien changé. Allez, il y a 6 ans de ça, j'étais en mode réaction permanente et j'étais dans le brassage d'air. Tu vois, bosser pour avoir l'impression de mériter. Bosser parce que je pensais que c'était ce qu'on attendait de moi et c'était ce qui était constituer mon identité. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, en fait, j'ai cassé complètement déjà la barrière mentale que j'avais de la liaison de l'effort pour le résultat. J'ai compris que tu peux juste faire une pichenette parfois, mais ça peut te donner des résultats qui sont démentiels. Et puis ensuite, alors une autre différence aussi, c'est que je n'ai plus d'équipe à gérer. Voilà. Aujourd'hui, je gagne beaucoup plus d'argent que ce que je gagnais à l'époque, sincèrement, de mes activités. Enfin, beaucoup plus. 3 ou 4 fois plus par mois. Voilà. Après, à chacun de juger de si c'est beaucoup plus ou voilà. Mais avec une sérénité qui est totalement différente, en faisant quelque chose que j'adore et sans avoir d'employés à gérer. Et ça, je me rappelle quand je t'ai rencontré, on était dans un congrès d'entrepreneurs et tu avais fait une intervention à un moment en disant moi, tout ce que vous dites c'est cool. Je vais vous donner un tips. Moi perso, je veux plus jamais avoir de salariés à gérer. Et tu nous avais parlé d'un système d'assistante virtuelle. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est parce que là, on est dans un monde où il y en a qui jurent par le nombre de salariés qu'ils vont avoir. Et je suis assez d'accord avec toi qu'en fait, ils ont raison. Et t'as raison. Et en fait, il faut juste faire sa propre définition de ce qu'on souhaite. Et pas la définition du voisin. Et j'avais bien aimé du coup parce que c'était complètement dissonant avec tout ce qu'on venait d'écouter pendant plusieurs jours. C'était plutôt un concours de celui qui avait le plus gros, on va dire le plus gros pédigré en termes de salariés. Et toi, je sentais qu'il y avait en fait, ok, mais les gars, vous êtes gentils, mais j'ai déjà fait ça. Vous l'avez fait vous? Parce que moi, j'ai déjà fait de les gérer les salariés. Alors ça vous fait peut-être fantasmer, mais dans la vérité, il y a possibilité de gagner plus sans gérer ce merdier là. Et je trouve ça m'avait fait rigoler parce que je me suis dit, j'avais bien aimé l'intervention à ce moment-là. C'est pour ça que je me doutais que tu avais même avant de lire le livre que tu as eu un changement là-dessus, quelque chose qui t'a marqué. Et les amis, faut pas oublier, alors ça dépend du contexte géographique. Mais on parle de société en France. Et en France, avoir des salariés, c'est compliqué. Pour beaucoup de raisons. C'est quand même assez chargé. Et c'est compliqué d'avoir des salariés en France. C'est compliqué sûrement dans beaucoup de pays. Moi, je parle de ce que je connais. En France, c'est compliqué. J'ai un frère qui est avocat en droit des affaires. Et il m'a dit plusieurs fois, j'ai des échos de ça peut vite être compliqué. Donc, je vois ce que tu disais, c'est pas le Graal absolu et vous ne serez pas obligé d'avoir une multitude de salariés pour atteindre vos objectifs de liberté. C'est ça que je veux derrière résumer après ta réponse.
Je vais rajouter 2 points. Le premier, alors le premier, je vais préciser quand même que j'ai travaillé avec des gens qui ils étaient géniaux, hein. Voilà. Mais je me suis rendu compte que comme tu l'as dit, c'était en fin de compte, je m'étais enfermé là-dedans parce que c'est les métriques que tous les chefs d'entreprise mettent en avant, le chiffre d'affaires, le nombre de salariés. Et en fait, moi, ces métriques-là, elles me vont pas. Moi, ce qui m'importe, c'est mon revenu net. C'est combien je gagne et quel effort je donne pour quel résultat et à quel point ce que je fais en termes de business est au service de mes aspirations et de ma vie. Voilà. Donc, j'ai changé les métriques qui étaient des projections de la société, hein, qui étaient effectivement dans toutes les réunions de chefs d'entreprise. C'est le truc qui est à chaque fois mis. Enfin, tu vois, quand tu parles de ta boîte, tu dis bah voilà, on fait tant de chiffre d'affaires, on a tant d'employés. Et en fait, c'est pas un truc dans lequel je me retrouve pour ma part. Et à vous de vous poser la question si ça vous convient ou pas. Tu me dis très bien, c'est peut-être pour certains ça leur convient. Moi clairement c'est pas ça qui importe. C'est voilà des business au service de ma vie et pas ma vie au service de mes business. Ça c'était le premier point que enfin ouais, en fait c'était les 2 points. C'était effectivement de préciser que j'avais eu des gens géniaux en termes salariés. J'ai jamais eu de prud'homme, jamais. Et je crois que je ne me suis jamais séparé de qui que ce soit où on est resté en mauvais termes. Voilà. Donc j'ai été verni, tu vois. Mais pour ma part, la pression que c'était, et puis le côté, alors ce que je vais dire, ça va un peu faire du French bashing, mais que ce soit les freelances ou les salariés français, le français a une réputation de râleur. T'as même, tu vois, des écrits romains de l'époque de Vercingétorix qui ont été retrouvés où il disait les Gaulois, bon, ils sont chiants parce qu'ils râlent tout le temps. Tu vois, ça avait fait marrer parce qu'ils avaient retrouvé des trucs de cette époque où bon, à quel point c'est ancré en fait dans la culture française et j'en suis désolé, mais il y a cette réputation à l'international. Maintenant que je côtoie aussi pas mal d'entrepreneurs qui bossent avec des gens un peu partout dans le monde, où le français, il peut vraiment compliqué à gérer parce que jamais content, toujours en train de râler. Alors des gens très bons en termes de compétences, mais en termes de gestion humaine, assez fatigant. Ouais, je crois que tu as résumé avec un mot, c'est fatigant. En fait, ou usant, ce genre de gestion. Et comme on a travaillé tout à l'heure sur notre longévité, tu t'es aperçu qu'à un moment, peut-être que ça ne respectait pas les paramètres qui te permettraient d'avoir une bonne longévité. Quelle est pour toi la meilleure compétence que tu as pour le poste d'entrepreneur? Me remettre en question tout le temps. C'est d'ailleurs quelque chose qui est difficile à vivre au quotidien parce que c'est d'arriver à trouver le juste équilibre entre ok, je vais dans cette direction et je m'y tiens et j'ai la pugnacité nécessaire pour continuer, tout en gardant la flexibilité d'esprit nécessaire pour, tu vas savoir t'arrêter quand tu te dis ok, quand tu comprends que tu vas dans une impasse, ou de remettre en cause en fait en permanence ce que tu crois savoir, parce que ça c'est un truc que je dis souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et d'avoir cette ouverture d'esprit justement pour dire bah en fait il y a des tas de parties de la carte dont j'ai même pas idée de l'existence, et de garder l'esprit ouvert pour parce que parfois, enfin moi en fait il y a un truc, je vais utiliser cette métaphore, mais j'ai mis longtemps à comprendre que je pédalais très fort sur un tricycle et juste j'avais pas compris qu'il y avait des motos à côté. Voilà. Donc c'est aussi de se poser la question dans ce qu'on fait au quotidien, dans le business que l'on peut développer. Je suis sur un tricycle ou en fait tu vois, ou je suis sur une moto. Voilà. Donc de garder cette ouverture d'esprit sur le champ des possibles. Yes. Et du coup, tu crées des sociétés, tu en revends, tu as plutôt du succès là-dedans. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas dit, tiens, je vais placer mon argent que j'ai reçu ou ce que je gagne de rémunération à des placements à 10, 12%, allez, des ETF. Je sais qu'avec le temps, ça fait 15% en moyenne. Ok,
que tu es parti dans un monde aussi volatile et imprévisible que la crypto-monnaie. Là, on n'est pas en 2024 avec tout ce qu'on connaît de la crypto-monnaie. On est plutôt sur du 2018, je crois 2017-2018. On est vraiment dans des cycles où c'était encore un peu plus confidentiel. Incertain. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas dit ok, je me planque. Ça y est, j'ai mon argent, je me planque. Ah mais à l'époque, c'était pas du tout la même situation qu'aujourd'hui. Hein. À l'époque, j'étais dépendant d'un business principal. J'avais jamais revendu de boîte, mais revendre, je les ai fait dans les 2 dernières années. Hein. En fait, tout s'est cumulé en espace de 12 mois. Une vente d'une boîte, un exit private equity, l'exit crypto. Voilà, d'un seul coup, en l'espace de 12 mois, il y a eu beaucoup d'argent en fait de liquidité. Mais j'estime que c'est aussi un travail de fond sur moi et de création d'opportunités sur les années précédentes. Donc, pour moi, en fait, je le voyais comme une planche de salut. J'en parle dans mon bouquin. J'avais fait à un moment donné un événement qui avait été organisé. En clair, pendant cette journée-là, on faisait une expérience de mort imminente, quoi. Où ça t'amène vraiment à te poser les questions de ok, c'est quoi que je veux vraiment? Est-ce que je suis ok pour continuer cette vie? C'est quoi le plus important pour moi? Et ça avait été un vrai déclic en me disant ok, il faut que les choses changent. Et là où j'avais été assez investissement bon de père de famille dans les cryptos, à développer effectivement plusieurs possibilités d'enrichissement et donc de libération, parce que moi c'était pour ça, hein, c'était je m'étais créé ma prison avec cette entreprise, j'étais dépendante de celle-ci, ça me fatiguait, ça faisait 14 années que je faisais ça, enfin ouais c'est ça, un peu moins à l'époque, 12 ans que je faisais ça à l'époque. Mais j'arrivais au bout, je sentais que j'étais au bout et surtout il y avait aussi cette prise de conscience, je me disais mais ouais en fait je pédale très très fort sur un tricycle, je le fais depuis longtemps, je le fais pas bien, les résultats ils sont pas folichons pour l'effort que je fais et pour les sacrifices qu'il y a en face. Donc en fait j'ai vu cette opportunité crypto comme une porte de sortie possible où ok, j'ai eu cette espèce de clairvoyance en me disant en octobre de mémoire, en octobre 2020, d'accord. Alors, j'étais dans le marché, et je travaillais le marché depuis 2 ans à ce moment-là, en continuant à me former, en expérimentant, en montant en compétences, en m'entourant des bonnes personnes. Et j'ai eu ce moment où, d'ailleurs, j'en avais parlé sur ma chaîne, je me disais, ok, là aujourd'hui, c'est un moment où c'est le moins risqué de toute l'histoire des cryptos au final pour y aller de manière potentiellement massive. Et donc je l'ai vu comme ça, je me suis dit soit je vais perdre cet argent ou en tout cas une grosse partie et ça va me faire mal et je vais devoir on va dire continuer dans ce business ou en tout cas espérer que mes autres scénarios d'enrichissement fonctionnent. Je mettrai quelques années à récupérer, reconstituer la somme en question. Ou ça marche, et si ça marche, là c'est ok, c'est le fuck you money quoi, comme on dit. C'est bon, je suis libéré et c'est un événement life changer où je peux me dire maintenant, je me pose et j'ai cet immense cadeau de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi qui a du sens pour moi. Et de faire exactement, de me consacrer à mon ikigai. Voilà. Et ce que je trouve fort, c'est que, et en fait, c'est juste de la rationalité au final. Tu t'étais dit, il y a un montant, il me faut un montant minimum si je veux que que je gagne puisse être un changement. Si c'est pour gagner 100 000 balles, c'est cool, ça change pas ma vie. Là, ce que je veux, c'est quels sont les paramètres en entrée que je dois mettre si je veux le montant qui me permet de changer de vie. Et en fait, après, tu avais fait un truc effectivement assez rationnel qui est de te dire, OK, maintenant, c'est toujours, moi, je viens des banques, gestionnaire de risque, quel est le risque de le faire? Et le risque, c'était de mettre quelques années à le reconstituer, mais à côté de ça, t'étais pas à la rue. Donc, tu parles de l'exemple de quelqu'un qui, dans ton livre, j'ai plus le nom, qui a pas remboursé son crédit immobilier de sa résidence principale pour investir dans la crypto-monnaie. Alors, il y a juste une petite nuance à mettre. Tu dis que à juste titre techniquement parlant, si jamais il perdait tout, il aurait que le remboursement de son crédit à
à rembourser à la banque tous les mois. Alors, il a une exposition. Alors, mon cher Cédric, il a une exposition supplémentaire qui peut être intéressant de rajouter en warning dans ton livre. Juste en précision, c'est qu'en fait, il a sûrement signé une offre de prêt. Alors ça, c'est juste technique, où l'usage du prêt est sur sa résidence principale. Ce qui fait que si la banque s'aperçoit de sa négligence, il peut avoir ce qu'on appelle une déchéance de prêt et une obligation de rembourser sous très rapidement la ligne de crédit. Donc c'est juste pour une partie technique, il est un chouïa plus exposé que l'échéance la mensualité si jamais la banque s'en aperçoit. Voilà. C'était un petit détail technique qui est très très important pour les amis. Voilà. Tu fais bien de le préciser. Mais j'avais bien aimé la démarche. En fait, c'était assez rationnel ce que tu disais. En fait, quand on lisait, c'était tellement logique. De toute façon, si je veux une grosse somme, je fais. Alors, le titre du livre est All In, et ça m'a fait rigoler parce que du coup, je suis allé voir. J'aime bien vous regarder les avis négatifs, parce que j'adore les gens qui vont chercher le truc. J'ai adoré ce qu'il a dit. J'ai adoré. Je suis fan parce que ton livre s'appelle All In et il dit c'est un menteur parce que il a pas fait All In, il a mis 40%. Et en fait, si tu lis bien le livre, t'as fait All In puisque t'as mis tout ce qui était liquide entre guillemets. Tu vas pas mettre ce qui est pas liquide, c'est pas possible. Disponible. Ouais, j'ai vendu des actifs pour. Il a fallu qu'il y ait une partie. J'ai dû attendre. Tout début janvier, d'ailleurs j'étais en stress parce que je voyais le Bitcoin qui montait, je me disais oh là là ça monte trop vite, ça va pas, et j'ai mis tout ce que j'avais en termes de liquidité à ce moment-là. Alors ça c'est sur notre audience, c'est un truc que je n'ai pas mis dans le bouquin, que je me permets de dire là. Il y a même une partie où j'étais en emprunt, donc j'ai mis plus que voilà, je me suis mis à risque aussi. Il y a une partie donc pour augmenter le potentiel. Donc les amis là-dessus, et ça peut vous arriver des fois de trouver que dans le discours de quelqu'un, hier j'écoutais un podcast avec mon fils dans la voiture, je l'amenais à une compétition de judo. Et à un moment je mets sur pause, je dis regarde dans ce qu'il dit, je comprends sa démarche, là il y a un truc qui me va pas. Mais j'ai continué à écouter pour comprendre jusqu'où il voulait aller à un moment. Parce que c'est difficile en fait dans une démarche d'un livre, d'un podcast, de pas des fois se contredire sur ce qu'on est en train de dire au-dessus parce qu'on essaie de donner le maximum. Et c'est quand même marrant avec les pépites que tu mets dans ton livre, dans la transparence que tu as, que le cerveau humain ne retienne que ce truc. C'est-à-dire qu'il l'avait lu en détail et que ça a marché. Moi, ça m'a fait rigoler quoi. J'ai trouvé ça énorme. Le cerveau humain, j'adore travailler, je sais pas pour toi, mais j'adore travailler sur le cerveau humain, les réactions des gens. Ça me passionne, en fait, de comprendre la réaction des gens. Et je trouvais ça fabuleux. On a parlé des compétences. Maintenant, si t'avais, ce serait quoi le défaut que t'as le plus de mal à gommer dans ton quotidien d'entrepreneur? Alors, je mets un peu de temps à répondre, je réfléchis. Mon plus gros défaut et à la fois, je crois, une de mes plus grandes qualités, c'est j'ai toujours tendance à penser que les gens ont de bonnes intentions. Ou que dans leur tête, ils font les choses tu vois, dans la tête les gens ils font pas les choses en disant je suis un connard et je vais faire ça parce que je suis un connard, tu vois. Non, c'est que ils ont en fait leur manière de percevoir les choses, leur manière d'approcher les situations, et parfois on se dit mais c'est ouf quoi, le gars il fait ça alors que c'est complètement abusé, etc. Mais je crois que j'ai cette profonde envie de croire que les gens font pas les choses à mal dans les 99% des cas. Et c'est juste que il a une autre vision, une autre manière de voir les choses, etc. Et parfois cet excès d'empathie peut-être que j'essaye d'avoir m'amène à accepter des situations qui ne seraient pas acceptables. Yes, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que dans les gens qui ont des chaînes YouTube, qui donnent du contenu, en fait, il y a l'envie de faire de l'argent, c'est pas le problème, mais
quand on commence, on sait très bien qu'on sait pas quand est-ce qu'on va rémunérer tout ça, on se rémunérer pour tout ça. Et malgré tout, on commence à donner de l'éducation. Et je crois que j'ai beaucoup entendu ce genre de propos de personnes qui ont créé des communautés, ont donné du contenu. Alors je parle YouTube éducationnel, je parle pas YouTube divertissement à montrer des chats et compagnie, ce qui est un business tout à fait un autre business qui marche très très bien. Mais là, je parle du côté éducation, donner de l'éducation sans savoir au final, pas sans rien attendre en retour, mais sans savoir en retour réellement ce qu'on va pouvoir rémunérer dessus. Et ce que tu dis est vrai sur le sens que de toute façon, si c'est bon pour toi, c'est bon pour toi. C'est-à-dire que parce que je suis un peu comme toi dans une certaine, ce que j'appelle naïveté de l'être humain. Et en fait, je me dis, mais des fois, je voulais revenir là-dessus et je me dis non, parce que c'est bon pour moi. Moi, je veux être comme ça parce que c'est cool la vie. Et la personne qui va potentiellement faire un truc de travers, moi, je me dis qu'elle se regardera pas dans un miroir ou qu'elle aura, c'est quoi sa life, quoi, tu vois. Et je suis assez aligné avec ce que tu dis sur si ça te transcende, si c'est bon pour toi, c'est bon pour toi en fait. Et après bien évidemment dans ton parcours, tu rencontres, et t'as dû rencontrer des gens qui peuvent en avoir un peu abusé parce que il y a ce 1% de connards profonds. C'est ça. Mais c'est pas très grave, c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter parce que potentiellement pour les 99% de personnes de ouf, ça vaut le coup de rester dans ce mindset là. Ça, c'est une approche, je dirais, limite de philosophie de vie, hein, de se dire, ok, est-ce que je prévois ma vie, et je mène ma vie pour le 1% de risque qu'il y a à faire chaque truc, ou est-ce que je la mène pour le 99% de résultats et de choses positives que ça peut m'amener? Et il y a des gens qui sont comme ça, à avoir tout le temps l'aspect risque, et ils s'empêchent de faire beaucoup de choses. Et en tout cas, moi, je suis plutôt à l'aise sur le risque maîtrisé. J'aime bien m'exposer à des asymétries positives dans tous les domaines. Voilà. Excellent. Pour avoir la transition suivante, et on va l'intituler, le titre de la prochaine partie, ça va s'appeler les risques maîtrisés de la crypto-monnaie en 2020. Parce que du coup, tu parles de risques maîtrisés et à côté de ça, t'es allé chercher ce life changer en crypto-monnaie. Et comment t'as fait pour rendre rationnel quelque chose, un marché qui est pas vraiment rationnel? Est-ce que tu penses que tu as juste eu de la chance et c'est ok? Ou est-ce que tu penses que tu as eu une discipline, une stratégie de malade mental alliée bien évidemment aux 10 000 heures de connaissances, de compétences et du réseau? C'est quoi qui a fait que tu as réussi? Numéro 1, c'est de la chance, c'est ok? Ou numéro 2, c'est vraiment une succession de choses où tu avais une clarté dans là où tu allais? Alors oui, il faut pas se leurrer, il y a une part de chance, hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que là, sur ce nouveau bull run, je me suis exposé à 5% de mon patrimoine net. Parce que, ok, je l'ai fait une fois, mais je vais pas trop tirer le chat par la queue, quoi. Alors j'en ai rencontré des gens qui un parcours hallucinant, parti de 30 000 euros, et puis des effets de levier sur effets de levier, et le gars il est arrivé à 12 millions. Mais pour moi, c'est une anomalie, en fait. Il est dans la crypto depuis plus longtemps, depuis 2015 en l'occurrence, le gars. Et je me rappelle, il y a de ça novembre 2000, c'est quand qu'on a eu de novembre 2021, où le jour du top du deuxième top de 2021 du Bitcoin, où il nous montrait, je crois que je sais plus si j'en parle dans mon bouquin, où il avait une ligne longue sur le Bitcoin avec du levier pour 8 millions. Et c'est génial, tu vois, c'est super qu'il ait réussi ça, etc. Mais pour moi, c'est absolument pas un exemple à suivre parce que c'est une anomalie, quoi. Le fait de faire d'autant d'effets de levier et d'en être arrivé là, c'est 1 pour 10 000 qui ont échoué, quoi. Si ce n'est beaucoup plus, quoi, même. Donc, juste l'effet de levier, est-ce que tu peux rappeler en bourse ce que ça veut dire, l'effet de levier? Effectivement, l'effet de levier, c'est en clair. Non, c'est pour les personnes qui pourraient Absolument, ne pas connaître. Non, mais tu fais bien de me reprendre là-dessus. L'effet de levier, c'est en clair, on va mettre 100 euros. On va dire, ok, je mets un effet de levier de x10. En fait, ce qu'on va
ce qu'on va miser en quelque sorte, ce qu'on va investir, ça va pas être considéré comme 100 euros, ça va être considéré comme 1000. Et donc, il suffit que l'actif sur lequel on s'est positionné avec cet effet de levier x10 fasse moins 10% pour tout perdre. Parce que on garde 100 euros. En fait, c'est juste qu'au niveau du marché, on est en x10. Donc, si l'actif il fait OK plus 10%, bah effectivement, c'est multiplié par 10 les gains. Mais de la même manière, à la baisse, bon bah moins 10%, c'est finito, on a perdu nos 100 euros. Voilà, c'est le principe de l'effet de levier. Et donc il y a des gens comme ça qui le font avec des sommes bien plus importantes et qui potentiellement voilà ont un certain talent aussi peut-être sur le sujet. Mais c'est un truc qui est réservé à ceux qui quand même ont une grosse expérience du marché quoi. Et juste pour ajouter quelque chose, c'est que quand Cédric dit vous perdez, c'est-à-dire que ça fait moins 10% et derrière ça remonte de 50%, vous êtes arrivé à zéro, vous remontez pas quoi. C'est-à-dire c'est fini. L'argent n'est plus là. C'est-à-dire que c'est très c'est très complexe. C'est pas style c'est pas grave, c'est moins 10%, ça remonte. Non. Quand ça atteint un truc qui vide votre portefeuille par le coefficient multiplicateur, c'est fini. C'est comme au casino. Vous savez quand vous avez parié rouge et c'est noir. Vous avez déliré, vous avez mis 5000 euros dessus pour délirer en disant c'est bon, je peux gagner 5000. Quand le croupier prend l'argent, il ne le rend pas. Et là, c'est la même chose avec l'effet de levier. Il y a eu des faillites comme ça. J'en parle parce que il y a eu pas d'arnaques, mais de faillites où des gens ont cru que c'était de l'argent facile, quoi. Oui, ça c'est, enfin il y a des histoires terribles là, avec de l'effet de levier, des gens qui se sont suicidés, c'est des trucs et malheureusement c'est souvent un truc sur lequel les débutants vont. Parce qu'ils se disent ouais c'est bon ok j'ai une petite somme mais avec l'effet de levier du coup je peux avoir ça comme gain et donc l'effet Dunning-Kruger hein, on est aux montagnes de la stupidité et on prend les pires décisions qu'on pourrait prendre. Yes. Et j'aime à dire que c'est intéressant d'écouter ceux qui ont réussi et même si tu as bien réussi en fait il y a quelqu'un qui a bien réussi qui s'appelle Warren Buffett et c'est un grand amateur de l'effet cumulé des petits pas petit à petit, je me construis ma fortune et je pense que c'est vraiment une philosophie qui est intéressante à savoir, c'est que la vie est un marathon et pas un sprint. Et du coup, chaque chose qu'on met en place, c'est important de vous débuter. Et t'as raison, l'effet de levier, c'est sexy, mais petit bout par petit bout, vous allez atteindre votre objectif. Et si Warren Buffett, je crois qu'il est à 117 milliards de dollars, donc bon, s'il a réussi, c'est que ça a l'air d'être une stratégie qui a l'air de pouvoir être pertinente si on la tient dans la durée. En tout cas, financièrement, voilà. La réussite voilà, n'oublions pas d'ailleurs, ça c'est un truc, hein, la réussite, on se fixe sa propre définition de la réussite. Tu vois, tu m'échanges, moi tu me dirais, tu veux échanger avec Warren Buffett? Niet, le gars il a quel âge? Il a 80 ans. Non, j'en veux pas. Et qu'il les garde ces 117 milliards. Je préfère d'avoir mes 41 ans, mes deux petites filles, mon épouse, la vie que j'ai, et certes juste quelques millions que 117 milliards et 80 ans quoi. Voilà. C'est toujours une histoire de point de vue, d'objectif et après quoi on court et ça, faut se rappeler qu'on peut se le définir nous et si c'est pas le truc auquel les autres aspirent, c'est pas grave. Chacun est différent. C'est vrai, je parle de ça aussi en immobilier où on a des fois appris de temps en temps à l'école à copier un peu sur son voisin, c'est-à-dire les matières qui nous intéressaient pas, il y en avait un qui était bon et puis il passait la copie. Moi je me rappelle il y a des matières où j'étais assez bon mais comme j'ai une écriture de merde, personne pouvait relire ma copie mais je passais quand même volontiers ma copie aux autres. Mais il y a des domaines et ça c'est le domaine de votre vie où vous pouvez pas copier sur le voisin. C'est comme dans une stratégie immobilière, si vous copiez mais que vous n'avez pas le feeling avec la stratégie, ça répond pas à vos objectifs, c'est pas bon. Là, on vous parle de crypto-monnaie, mais si c'est pas le moment pour vous, il y aura peut-être un bull run en 2027. On s'en fout. Il vaut mieux pas y aller quand c'est pas le moment que y aller n'importe comment et écouter des sons de cloche. Parce qu'en final, tout ça, c'est qu'un jeu. Des crypto-monnaies, la valeur numérique, ce qu'il y a sur votre compte bancaire, la vie est un jeu. Tout ça, c'est un jeu. C'est que des flux. Et il faut avoir le feeling. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti, c'est ma philosophie. C'est un grand jeu, en fait. C'est une grande fumisterie, tout ce qui se passe là-dedans. Parce qu'en fait, ça nous embrouille alors que nos valeurs de base, elles sont très simples. Manger,
boire, se loger, faire un peu de sport, faire des enfants et constituer un équilibre avec sa famille. Au final, c'est très basique, la vie et après, l'argent nous permet d'avoir un petit carburant supplémentaire pour kiffer sa life, quoi, tout simplement. Alors, pour revenir quand même à ta question, où tu me demandais effectivement les éléments qui ont fait que ça a fonctionné. Alors oui, il y a une part de chance, bien sûr. Après, je crois qu'il y a de la stratégie. Le fait déjà moi, c'est vraiment un point. Je suis revenu il y a pas longtemps sur ma chaîne sur ce sujet par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans les cryptos, c'est d'avoir une projection de gains réaliste. Moi, j'avais fait un vrai travail que j'avais partagé OK, mon portefeuille, d'une manière réaliste, où est-ce qu'il peut arriver? Et d'ailleurs, quand j'avais fait ce boulot-là, j'étais loin de ce que j'imaginais. J'étais pas au niveau de ce que j'imaginais. C'est pas de rester dans le fantasme, c'est de rester sur OK, un objectif qui soit réaliste, atteignable. Et puis j'utilise cette métaphore de, je sais pas d'où j'ai sorti, mais de prendre son morceau de viande sur le mammouth, quoi. Ouais. De se dire OK, voilà, de pas se faire le marché, c'est un gros mammouth, quoi. Il va vous écraser si vous essayez de le bouffer, c'est impossible. Donc vous êtes juste là, vous prenez votre morceau de viande et vite vous barrez, quoi. Et c'est d'arriver à justement à déterminer la taille du morceau de viande que vous allez vouloir prendre. Et ça, alors d'ailleurs c'est vrai au niveau de la crypto, c'est vrai pour beaucoup de choses, c'est d'avoir un objectif, de se poser, d'avoir des éléments rationnels, et de dire pour chacune des lignes du portefeuille, OK, de manière réaliste, qu'est-ce que ça peut atteindre comme multiple et à quelle somme je peux m'attendre à arriver. Et si j'avais pas fait ce travail-là, on serait pas là en train de discuter aujourd'hui, quoi. Yeah, je vois ça dans ton livre et ça va beaucoup inspirer. C'est-à-dire qu'en gros, t'as rendu rationnel quelque chose qui, au moment précis où tu le faisais, était un peu un marché irrationnel. Par rapport en tout cas, les réactions des gens étaient irrationnelles et toi, t'es resté avec ta logique très, très rationnelle. OK, je veux faire ça. Je veux pondérer mon risque de ça. Je veux prendre autant de crypto-monnaies matures, autant de projets secondaires. Je veux leur mettre un indice et je veux gagner à la fin tel montant. Comment je peux le décomposer, etc. Et je pense que ce qui t'a fait beaucoup de bien, c'est que du coup, malgré les fluctuations, tu savais à peu près où tu voulais amener ton navire. Tu avais mis une destination dans ton GPS. Ce qui fait que il y a eu quelques détours par la nationale, la départementale, des petites sorties de route, mais tu voyais que ton GPS, il pouvait arriver. Et ce qui est intéressant, c'est ta décision de finir, de ce qu'on appelle vulgairement un exit. C'est-à-dire que et ça, tu parles de quelqu'un qui s'appelle Cédric Froment dans ton livre. Et c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube où il parle de bourse et il parle souvent de choses. Alors lui, il est pas trop crypto, il est plus au marché financier, mais il dit moi mon but c'est de plus souvent gagner. Je vais pas gagner tout le temps. Il est pas mal sur la crypto aussi. Il est pas mal sur la crypto aussi. Il est dans une logique plus spéculative et ce qu'il dit c'est qu'il veut juste son but en fait c'est de plus gagner que de perdre, d'avoir plus de coups qui vont gagner que de coups qui vont perdre, mais il attend pas les tops du top pour gagner. Il accepte de pas être au top à chaque fois, mais d'être suffisamment pour être gagnant, de vendre. Et toi, c'est exactement la logique que tu as fait sur ton exil, c'est-à-dire que ça aurait pu encore augmenter, mais tu avais à 5% près ou 10% près, je me rappelle plus exactement, atteint ton objectif. Et le risque de perdre 5%, était le 5%. Le risque de perdre était plus important que le fait de le récupérer là par rapport. T'avais déjà atteint ton seuil life changer de ce que tu disais. C'est ça. Alors, il y avait un côté aussi à force de suivre ce marché. Et encore récemment, où effectivement j'avais fait une vidéo où j'avais dit OK les gars, moi j'ai sorti 30% du portefeuille, c'était juste le jour de la sortie où je me suis pris des commentaires en disant ouais c'est n'importe quoi, etc. Et puis derrière le Bitcoin a fait mais je crois avoir développé une certaine, je sais pas, au niveau rationnel tel que je le vois, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'inconscient, que notre cerveau gère des tas d'informations en inconscient.
Et que à force de suivre ce marché depuis des années, je pense qu'il y a une espèce de peut-être intuition qui s'est développée, ou je sais pas, enfin parfois je me dis ok, ça me paraît logique de faire comme ça, et puis j'ai une petite voix aussi qui me dit ouais c'est bien de vendre là, c'est une bonne idée, et de la même manière quand j'ai décidé de sortir, je le dis dans mon bouquin, je crois que c'est d'ailleurs dans le premier chapitre où je vous parle de ce jour où j'ai décidé de sortir, et tout le monde était en euphorie. Moi, j'étais pas bien du tout parce que effectivement, tout le monde était euphorique et pour moi, c'était pas bon signe. Et j'étais à ce 5% avec plein de gens qui disaient ça va continuer à monter, c'est génial, etc. Et moi, je me disais mais ouais, enfin là, si ça baisse, en fait, mon ticket de sortie, de ma carte sortie de prison, parce que moi c'était ça que je vivais comme emprisonné dans ma vie, dans mon business, dans ce que je m'étais créé, il va peut-être s'envoler quoi. Donc est-ce que ça vaut de risquer pour 5 petits pourcents de plus cette carte sortie de prison? En fait encore une fois rationnellement, en se posant, en mettant en soufflant un coup, en mettant des choses par écrit, clairement c'était pas le cas. Yes, c'est excellent ce côté. T'es resté vraiment rationnel là où bien évidemment tout le monde continue à s'emballer puisque quand ça monte, on se dit que ça va faire que monter quoi. Et du coup, c'est marrant parce que tous les milieux d'investissement sont à peu près pareils, c'est-à-dire que il faut aller j'ai envie de dire le côté contre-intuitif du peuple. C'est-à-dire que si vous avez, tu parles de Nabila dans ton livre, si vous avez Nabila qui parle de crypto-monnaie, c'est que ça commence à puer, quoi. Et ça me fait rigoler, mais c'est tellement vrai, malheureusement. C'est-à-dire que quand tout le monde est emballé par quelque chose, c'est que c'est le mauvais moment d'y rentrer. Généralement, c'est le moment où il faut se planquer. Et on a le même problème en immobilier où là, il y a une mauvaise presse actuellement. Et en fait, c'est le moment où il faut y aller. Mais tout le monde flippe d'y aller parce qu'on vous dit que c'est pas bon. Et il y a un autre moment où j'adore dans ton livre sur le FOMO par rapport au repas de famille. C'est-à-dire tu parles attention, oh là là, c'est le fameux janvier de ton exit. Tu dis oh là là, juste avant ça m'a stressé parce qu'avec les repas de famille, celui qui a eu de la chance et qui a fait un petit coefficient multiplicateur sur les crypto-monnaies, il va exciter tous les autres qui connaissent rien dans le repas de famille. Ils vont tous vouloir aller sur le marché par la peur du FOMO, la peur de louper quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, ça risque de me faire péter mon exit. Et toi, t'avais un problème technique pour retirer ton argent, si j'ai bien compris, enfin, retirer tes crypto-monnaies. Alors c'était effectivement pour investir. Moi, c'était à l'époque de Noël 2020. C'est l'investissement, Noël, c'est l'entrée, quoi, où en fait, ouais, c'est l'entrée, c'est ça. Où c'est une période où, d'une manière logique, alors c'est après coup. Moi, je me suis fait cette réflexion. Hein. Effectivement, on a eu le Bitcoin qui a cassé ses $20,000, ce qui était un niveau ultra surveillé à l'époque. Moi, je me rappelle de vivre très très mal ce moment-là parce que je me disais purée, j'ai encore une belle somme à intégrer sur le marché et là je peux pas. Et là je dois attendre. Donc j'espérais que ça aille pas trop vite. De manière à en fin de compte de pas mettre en danger, on va dire mon scénario d'enrichissement quoi. Et c'est pour toi quelqu'un qui voudrait se lancer là on est en 2024 quand on fait l'enregistrement, on est en janvier 2024, ça serait quoi ton meilleur conseil recommandation, on va parler de conseil, on n'est pas là pour faire du conseil. Ta meilleure recommandation sur quelqu'un qui voudrait se lancer sur le marché des crypto-monnaies aujourd'hui, qui aurait l'inspiration de 2024, qui a loupé les autres wagons pour plein de raisons, peut-être parce qu'il était même mineur et aujourd'hui il a envie de se lancer. Tu donnerais quoi comme recommandation? Alors effectivement, tu fais bien de le dire. Hein, en aucun cas, ce ne sont des conseils en investissement. J'ai passé une certification à AMF il y a pas longtemps sur la finfluence, donc je suis du coup en plein. J'ai encore en mémoire du coup les réponses aux tests, etc. Donc voilà, je ne suis qu'un particulier qui parle de ce qu'il fait et de ce qu'il a pu faire. Là aujourd'hui, franchement,
Rentrer maintenant sur le marché crypto. Alors si, parce que c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois, et donc j'ai fait une vidéo aussi sur ma chaîne où j'ai dit si vous êtes sous-exposé sur le marché crypto, que vous vivez mal et que vous voulez vous exposer de manière plus importante, moi ce que je ferais, c'est de dire ok, si j'ai une somme, je sais pas, je dis 100 000 balles, ok, j'ai 100 000 balles, je foutrais dès maintenant un tiers, histoire de me dire ok, je suis rentré dans le marché. Je suis positionné dessus. Pour ma part, je fais toujours attention à le maillon faible, c'est mon esprit et c'est ma capacité à gérer les émotions. C'est pas la stratégie, c'est pas le marché, c'est pas les autres, c'est uniquement ce qu'il y a là-dedans. Donc j'essaye toujours d'anticiper la manière dont je vais vivre les situations, les scénarios possibles sur le marché, pour éviter de donner des armes à mes émotions pour jouer contre moi en fait. Donc dans un cas où ça pousse très fort, si vous y êtes pas du tout, vous allez mal le vivre. Dans le cas où ça baisse très fort et que vous avez tout foutu, vous allez mal le vivre. Donc pour moi, ok, vous mettez 30% aujourd'hui, ça pousse très fort, ok, vous êtes exposé quand même au marché, c'est cool. Ça tombe très fort, c'est pas grave, vous avez encore des munitions. Vous gardez 30% pour vous placer sur une grosse correction. Donc une grosse correction au niveau du marché crypto. Si on prend le Bitcoin en termes de référence, voilà, on va être sur du moins 20% par rapport à un top, moins 30%. Donc 30% dans le cas où il y a une grosse correction. Et alors ça, il faut être en capacité de rentrer aussi sur une grosse correction parce que pareil, là aussi, ça va vous faire peur et vous allez vous dire non, mais ça, si vous n'avez pas suffisamment d'expérience, vous allez dire ça va encore baisser. Donc pour pallier à ça, moi, ce que je ferais, c'est que je garderais encore un tiers. Et là, avec ce tiers-là, je ferais un mini DCA. Donc, c'est dollar cost average. C'est en clair, vous découpez cette somme et vous rentrez une fois par semaine sur, vous découpez cette somme, on va dire, sur 6 ou 8 semaines, par exemple. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Et vous rentrez toutes les semaines, voilà, sur... Donc, alors ça, c'est à définir de votre côté. Moi, je fais un panier crypto. À la rigueur, si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, vous prenez, je sais pas, le top 20 du marché crypto. Si vous avez aucune compétence, si vous comprenez pas trop les projets, etc. Bon, évidemment, le mieux c'est quand même d'être formé, de comprendre l'environnement, etc. Mais j'ai un ami Florent Fouque qui a une stratégie comme ça, qui a un service d'ailleurs en ligne par lequel je passe moi pour diversifier. Crypto Bulot s'appelle. Et puis en clair, il prend les 30 valeurs crypto. Il fait une pondération sur l'ensemble des 30 valeurs et il y a un rééquilibrage tous les mois qui se fait. Bon, pour moi, ça c'est vraiment une stratégie en mode, au moins on n'est pas surexposé sur un truc, on est diversifié, on n'est pas non plus sur des shitcoins où on a une grosse majorité de chances de tout perdre, de perdre de l'argent qu'on a mis dessus, et on profite de l'ensemble de la hausse du marché crypto d'une manière rationnel là aussi, en allant sur le top 30, un peu comme on le ferait sur la S&P 500, en disant je prends un ETF, il y a les 500 premières entreprises, et donc, du coup j'ai une autodiversification qui se fait et je profite de la hausse de l'ensemble du marché. Bon ça peut être une stratégie effectivement pour les gens qui ont vraiment très peu de connaissances, mais pitié, formez-vous le plus vite possible. Vous avez des tas de contenus en ligne là-dessus, et donc un tiers, je rentre tout de suite. Un tiers, je le garde en cas de grosse correction en réserve pour le mettre. Et un tiers en mode DCA alors par rapport au stade du marché actuel, là, sur, on va dire 4 semaines, entre 4 à 8 semaines. Et là-dessus, après, c'est à chacun de faire en fonction de comment ils se sentent à l'aise par rapport à ça. C'est très intéressant. Merci Cédric. Juste quelque chose pour le DCA. Ça veut dire qu'en fait, en gros, ce que vous faites, c'est que des fois, vous allez acheter plus cher, vous allez acheter plus de quantité avec le même montant, et des fois, vous allez acheter moins de quantité avec le même montant. Et par contre, l'erreur à faire, c'est se dire attends, non, là, il est tellement bas que je vais en acheter plus. Et voilà, si vous allez sur une partie de votre portefeuille, comme dit Cédric, sur une partie de DCA, c'est pareil. Vous avez une stratégie, vous restez sur votre stratégie. Pour qu'elle fonctionne, cette stratégie de valeur mobile, en fait, il faut rester constant.
Et je le dis parce que et tu as 100% raison sur quelque chose, c'est l'esprit. C'est pas la stratégie qui faute, c'est notre esprit qui nous décale de la stratégie initiale qu'on avait mis en place. Et du coup, faut pas se poser la question. C'est plus bas, c'est pas grave. Vous restez sur le montant que vous avez mis parce qu'à la fin, il y a une logique globale dans votre stratégie que vous avez mis en place. Ouais, c'est bon pour les cryptos, ça, mais les valeurs mobiles et tout, c'est bon dans n'importe quel placement que vous pourriez faire en action, en marché financier classique aussi. Hein. D'ailleurs, effectivement, il y a la méthode du DCA, et il y a une méthode qui est beaucoup moins connue, mais qui est sur le même principe. Le principe, c'est le DVA, Dollar Value Averaging, où, en l'occurrence, tu vois, l'objectif, c'est plutôt de se dire, OK, je vais m'exposer, par exemple, pour un montant de, allez, 100 000 euros, je fais des trucs ronds. Et en fait, on va tracer une diagonale, et potentiellement, en fonction de la fluctuation du marché, ça nous amène, c'est très intéressant comme technique. J'ai fait une vidéo où j'explique ce principe-là sur ma chaîne, parce qu'il y avait aucun contenu francophone sur le sujet. Et je l'ai d'ailleurs appliqué pour ma part, pendant le bear market, bien sûr, et qui permet de justement d'acheter plus quand le cours est plus bas. Voilà, c'est la méthode. Mais on suit une méthode qui est bête et méchante entre guillemets, quoi, avec un joli tableau Excel. C'est facile à déployer. Vous trouverez facilement du contenu et des articles qui traitent de la principe du value averaging. C'est notre manière de faire la chose. Après, à mon sens, c'est quand même pour des profils qui ont un peu plus d'appétence sur la finance. Si vraiment vous êtes en mode débutant, faites du DCA, vous prenez pas la tête. Et puis, comme tu l'as très bien dit, vous êtes votre principal ennemi. Tout à fait. Cédric, tu dirais quoi au Cédric de tes débuts? Désolé, je prends du temps à réfléchir à cette question. Alors, le Cédric à tes débuts, c'est-à-dire que celui qui commence à entreprendre? À celui qui a qui a l'idée d'entreprendre. Tu lui soufflerais quoi avec ton expérience? Mon moi de quand j'avais 23 ans. C'est ça. C'est hier, quoi. Alors, je le pousserais à s'ouvrir l'esprit sur ce qu'il est possible de faire en termes de business. À l'époque, je me suis lancé sur le seul truc où je voyais une direction possible, je voyais voilà, mon champ des possibles était extrêmement réduit, et je suis allé là-dedans en fait. Typiquement, je suis allé sur le tricycle sans savoir qu'il y avait des motos en fait. Donc, ça serait de prendre ce temps-là pour échanger avec des gens, bâtir du réseau, même si c'est difficile, hein, ça prend du temps de bâtir du réseau, mais alors quand même de commencer à entreprendre, mais de vite découvrir ce qu'il peut exister comme autre typologie de business et comme autre manière de générer de l'argent. Excellent. Et je sais que tu lis beaucoup, tu conseilles pas mal de livres dans ton livre d'ailleurs. Et est-ce que tu pourrais nous donner le top 3 des livres qui t'ont marqué dans ta carrière de lecteur? The Ultimate Sales Machine. Ça, c'est vraiment pour les entrepreneurs, hein. Ça, c'est vraiment un bouquin, il est incroyable en termes de contenu. Vraiment un truc à lire, surtout que maintenant, alors c'est la traduction française est moins est pas top. Je trouve que le titre en anglais percute mieux. En français, c'est l'incroyable machine à vendre, un truc comme ça. C'est pas folichon. Mais en tout cas, le contenu est vraiment très très bon. Une masterclass d'entrepreneuriat. Mémoire d'un spéculateur pour la partie la prodigieuse machine à vendre, c'est ça? Ouais, il est ici. Ça. Tu l'as, c'est ça? Ouais, je l'ai, ouais. Excellent. Chet Holmes. Yes, ça, c'est le nom de l'auteur, si je me souviens bien. Très bien, ouais. Mort d'une leucémie, tragique. Écoute, là, c'est les deux qui me viennent à l'esprit. Après, un qui m'a marqué, mais c'est tellement un classique, c'est tellement un cliché
j'ai limite honte d'en parler, mais pourtant, il a débloqué des choses dans ma tête. C'est Père riche, Père pauvre. Voilà. Euh, Comment se faire des amis, Dale Carnegie. Voilà. Comment se faire des amis. Pour moi, aux antipodes, il y a les 40 lois du pouvoir de Robert Greene. Très intéressant, mais qui a été difficile pour moi à lire. Parce que sur une approche, ouais, exactement, parfait. Et donc ouais, comment se faire des amis, les mémoires d'un spéculateur et la prodigieuse machine à vendre ou The Ultimate Sales Machine. Merci Cédric. Je demande à tous les invités. Il y en a qui aiment pas lire et c'est ok, mais de ceux qui aiment lire, pourquoi je dis ça? Parce que comment se faire des amis, par exemple, vous prenez ça et vous allez voir la réaction des gens. Parce qu'en fait, comment se faire des amis? Cédric, tu vas pas lire celui-là, t'as des amis, non? En fait, premier niveau, je regarde le titre. Deuxième niveau, je comprends le titre. Et si vous voulez être entrepreneur, si vous voulez passer à un niveau supérieur là-dessus, ben, il va falloir pas juste lire quelque chose, il va falloir comprendre ce qu'il y a derrière. Et ce que j'adore avec les livres, 6,10 €. C'est-à-dire que vous avez, ok, peut-être des formations c'est cher, peut-être des séminaires c'est cher, 6,10 € pour hacker le cerveau d'un gars. La prodigieuse machine à vendre, 24 €. Si vous ne payez pas, vous payez un livre à 24 balles, un livre à 6 €, donc 30 € là, pour hacker le cerveau de personne, c'est que vous racontez des salades à vous-même. Vous voyez? Et c'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'ai écrit un livre, que je l'ai fait éditer, pour qu'il soit dans toutes les Fnac, de partout, parce que j'avais un jeune au Jiu-Jitsu, donc je fais du Jiu-Jitsu, qui me dit, j'ai vu ton livre à la Fnac. Et je lui dis, ah, cool. Et, ah ouais, non, c'est trop cher. Et je dis, non, mec, tu veux pas me dire ça. J'ai fait un livre, j'ai gagné 1 € sur un livre, quand tu l'achètes. J'ai fait un livre, et ça m'a pris des heures et des heures. J'ai demandé à mon frère qui est avocat de participer au livre. Parce que je voulais que même quelqu'un qui a pas les moyens, il puisse accéder au savoir. 19,80 € mon livre. Je lui ai dit, tu peux le faire. Il est arrivé au prochain entraînement, il m'a dit, c'est bon, je suis allé acheter ton livre. Je crois que l'accès à la lecture, aujourd'hui, c'est assez basique, c'est assez facile. Et vous hackez le cerveau de personnes en faisant ça. Donc pour moi, c'est un autre life changer, c'est de lire. C'est le premier, on va dire, c'est la première étape si vous voulez transformer votre vie. C'est de lire. Aujourd'hui, vous pouvez lire en audio si vous êtes dans la voiture. Si vous avez mal. Pardon. Audible, c'est ce que j'allais évoquer. Effectivement, t'as les livres audio. Tu peux pas avoir l'excuse de je lis pas parce que j'aime pas lire. Livre audio. Moi, je suis un adepte des livres audio, quoi. J'ai une bibliothèque Audible qui est monstrueuse, quoi. Donc, pas d'excuses, c'est clair. Et ça, il faut trouver, le format, c'est tout. C'est ça. Et soit dit en passant aussi, moi qui ai fait un DUT gestion entreprise et administration, une honte que j'ai pu avoir derrière ce diplôme avec le peu d'investissement personnel que j'ai mis dedans et avec une moyenne de 1,5 en comptabilité, j'ai appris plus de choses intéressantes dans The Ultimate Sales Machine que pendant mes 2 années de DUT, quoi. Ça, c'est un grand débat, mon cher Cédric, sur le fait que, tu sais, comme les diplômés qui jettent leur chapeau à la fin des études en disant, voilà, la formation, c'est fini. Et en fait, pour moi, la formation commence quand ta première formation initiale diplômante de base finit. C'est celle qu'on dit, c'est la formation continue. Celle où tu vas te former sur les domaines dont tu as envie et tu vas aller fort dessus et tu vas exploser ta verticale pour être dans les meilleurs de ton domaine. Elle se fait pas à l'école. L'école, ça t'apprend à apprendre. Et ensuite, c'est que le début de ta formation. Ensuite, il va falloir se former sur tous les domaines et 1,5 en comptabilité parce que ça te saoulait, quoi. Donc t'étais pas bon parce que ça te saoulait tout simplement et qu'on te l'avait pas donné l'angle. On t'avait pas raconté la bonne histoire pour te faire passionner aussi de comptabilité. Sûrement. Après, j'étais extrêmement feignant aussi. Il faut l'avouer. Alors, ça fait un moment qu'on est ensemble. Et je te l'avais dit en off avant l'enregistrement, mon objectif, c'est, je sais qu'il y en a qui nous écoutent, ils sont dans leur voiture, peut-être sur le périph' à Paris, horrible périph' parisien, à 8 h du matin, toutes les têtes comme tu sais, qui regardent droit devant eux, très très difficile. Ou alors peut-être dans le métro,
vous êtes entouré de personnes qui jouent à Candy Crush. Le temps passe. Il faut faire passer le temps. Et du coup, vous êtes en train de nous écouter. Et ça, je vous en remercie. Maintenant, vous allez dans quelques minutes sortir du métro, sortir de votre voiture et reprendre le train-train. Je le sais que vous allez le faire parce que je l'ai fait pendant des années, moi, quand je travaillais en banque, de reprendre le train-train de mes réunions, des comités, etc. Et j'aimerais, Cédric, on approche de la fin de l'épisode, que tu donnes un conseil pour cette personne qui nous écoute maintenant depuis un moment, qui a envie de se lancer ou qui a commencé par des micro-actions, mais qui a vraiment envie de se lancer et qui va retourner dans son train-train, qui va retourner à sa pression sociétale, à son salaire doré, sa prison dorée. Ce serait quoi le conseil que tu pourrais lui donner? L'entourage. C'est un choix difficile. Hein. C'est un choix difficile de changer son entourage, de changer les gens que l'on côtoie. Pourquoi? Tout simplement parce que on va activer les neurones miroirs. On est des animaux sociaux. Si vous voulez changer, si vous voulez évoluer, côtoyez des personnes qui font ce que qui ont la vie que vous voudriez avoir. En tout cas, qui à minima sont dans la direction vers laquelle vous voudriez aller. Et c'est comme de gravir une montagne avec si vous ramifiez pas votre entourage, si vous ne faites pas ce travail-là, c'est comme de gravir une montagne avec la neige qui tombe et le vent de face. Avec le bon entourage, la montagne est toujours là, mais au moins il y a le ciel bleu, c'est plus facile quand même. Donc et vous activerez tout simplement les neurones miroirs. C'est beaucoup plus simple en fait, parce que on est des animaux sociaux, que on va avoir tendance à répliquer les comportements qu'on va avoir autour de soi pour être accepté. Et si vous faites cet effort de changer les gens que vous côtoyez, vous allez vous mettre à avoir le même genre d'attitude qu'ils ont. Donc, je prends un exemple tout bête, mais si tu es entouré de fumeurs qui fument tous les jours, il y a quand même une belle probabilité que tu finisses par fumer toi aussi. Hein. Moi qui ai fumé, il y avait ce côté où je vais en prendre une, comme ça je suis avec eux dehors et puis je peux discuter quoi. Je pense que on a peut-être un peu tous vécu le truc, en tout cas cette tentation. Et voilà, d'éviter de côtoyer des fumeurs, tout de suite c'est plus facile de ne pas fumer, et puis de côtoyer des gens qui tous les jours avancent, entreprennent, cherchent à apprendre, cherchent à sortir sortir de leur zone de confort, à faire des efforts, qui ne sont pas en train de se plaindre, qui sont en mode responsabilité personnelle. Tout de suite, ce sera beaucoup plus simple de changer qui vous êtes. Excellent. Merci Cédric, c'est un sage conseil. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Il y a des rencontres physiques, il y a des séminaires, il y a aller à la Fnac dans le rayon des livres entrepreneuriales. Et quand vous voyez quelqu'un qui prend un livre, le temps que vous preniez, vous allez discuter avec, vous lui faites un sourire. En fait, si vous faites ça, ça paraîtra bizarre la première fois. C'est-à-dire que si vous faites ça à une fille, elle va avoir l'impression que vous la draguez. Mais en fait, si vous êtes, mais on va pas se mentir, c'est une vérité. Maintenant, si vous le faites de manière sympathique et que juste vous questionnez la personne, en fait, vous brisez la glace. Et en fait, en faisant cet exercice, vous habituez votre cerveau à aller vers les gens. Et c'est quelque chose qui est pas inné au début. Vous voyez, vous êtes dans le métro, personne ne se parle, alors qu'on pourrait passer une demi-heure à savoir qui on a en face de nous. Parce que l'histoire de quelqu'un, toute histoire, je pars du principe que n'importe qui a quelque chose à nous apporter sur une expérience qui soit par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à son train de vie, par rapport à plein de choses. Et si vous habituez votre cerveau à aller vers les autres, ça va vous arriver au conseil de Cédric, parce que vous allez au bout d'un moment sélectionner. On peut pas apprécier tout le monde, mais au moins plus vous allez rentrer en contact avec des gens, plus vous allez vous créer ce petit réseau. Alors il n'y a pas besoin d'avoir, vous savez, on n'a pas 25 000 amis dans la vie. Il n'y a pas besoin d'être entouré de 14 millions de personnes. Par contre, d'être entouré des bonnes personnes. La qualité, elle va être plus importante que la quantité. Ce qu'on a vraiment est plus important que le paraître. Et c'est là que vous allez le voir. Il y a Jim Rohn, que tu dois connaître, qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Elle est tellement cliché, mais elle est tellement vraie, cette phrase. Si vous êtes avec des potes qui font la fiesta tous les samedis soirs à se défoncer la gueule,
il y a fort à parier que le dimanche matin, vous soyez fatigué pour lire un bouquin inspirant. C'est logique. Vous n'êtes pas un surhomme ou une surfemme. Vous allez avoir donc du mal à suivre la cadence de ce que vous souhaitez. Donc vraiment, ce conseil, il est brillant. Et n'hésitez pas à rentrer en contact avec Cédric. Envoyez-moi des messages. En fait, des fois, se créer son réseau, c'est simple, comme essayer quelque chose. Pour la petite histoire, Cédric, c'est marrant par rapport à ce que tu dis, c'est que j'ai interviewé sur la chaîne, sur le podcast, Anthony Bourbon, il y a quelque temps, et j'avais un commentaire en dessous. J'adore les commentaires. Ouais, comment t'as fait pour... À l'époque, j'avais 50 abonnés sur la chaîne. Il m'a dit, ouais, comment t'as fait avec 50 abonnés pour avoir Anthony Bourbon? En fait, je lui ai demandé tout simplement. En fait, ouais. Les gens restent avec leurs œillères, alors qu'au final, on s'en manque. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment le plaisir qu'ont les personnes qui... Enfin, tu vois, Anthony Bourbon, il a quand même de la visibilité médiatique. On sent qu'il aime donner, il aime partager, etc. Et on sous-estime à quel point ces gens-là, ils sont heureux de le faire. Ils y trouvent du sens, en fait. Donc... petit conseil quand effectivement vous allez vers quelqu'un, annoncez vos intentions. Tu vois, typiquement, en tout cas moi c'est ce que j'ai tendance à faire, c'est de dire clairement voilà pourquoi je le fais dès le début pour que ça soit clair, tout simplement. Je veux dire, se dévoiler. Pour moi, un autre conseil, c'est se dévoiler. C'est ultra puissant dans le sens où en se dévoilant, on attire du coup à soi ce qui nous correspond. Donc dévoilez-vous, dites ce que vous recherchez, dites ce que vous attendez de la vie, dites ce que vous attendez des gens. Et si vous croisez quelqu'un comme ça qui est en train de regarder un bouquin d'entrepreneur, lui dites bonjour, je m'appelle machin. En fait voilà, je cherche d'autres entrepreneurs pour échanger parce que dites-le. Et si ça rentre en résonance, ça se fera un match, c'est cool. En fait, et je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est la même chose là. Tout ça, c'est un jeu. Donc, jouez à être heureux. Faites en sorte de faire un jeu qui va vous rendre heureux. Et vous allez voir à un moment, c'est pas compliqué, vous allez avoir une attitude qui va être différente. C'est que vous êtes en train de vous mettre là, au bon endroit, au moment précis de votre vie. Quand on est au bon endroit, on est cool. Moi, je suis heureux de faire ce podcast vidéo parce que je suis heureux de rencontrer des personnes inspirantes ou de revoir ça me permet de reconnecter avec des personnes inspirantes, de connecter avec de nouvelles personnes inspirantes dans mes milieux qui me passionnent, l'entrepreneuriat, le sport de haut niveau. Et c'est OK. Je suis aligné avec. Et du coup, on donne de la valeur parce qu'on est aligné. Et vous allez voir, il y a aussi les effets cumulés là-dessus qui est d'être aligné dans sa vie. Cédric, on a fait un grand tour. On arrive vers la fin de ce podcast. Et j'ai pour tradition de donner le mot de la fin à mon invité. Donc, je vais remercier tout le monde et ensuite, je vais te donner le mot de la fin pour que tu conclues. Donc, je te laisse quelques secondes pour ça. Et je vais vous remercier tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce podcast, ce long podcast. On a essayé de donner un maximum de valeur avec Cédric, qui est une personne vraiment inspirante. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire. Par exemple, la partie que vous avez le plus marqué dans le parcours de Cédric. Et on se retrouve très vite pour une prochaine interview, pour de prochaines aventures. Et Cédric, tu as le mot de la fin. Merci Damien. Et écoute, franchement, moi j'ai toujours l'impression d'être au début de mon parcours. J'en parle où je m'étais pris une grosse claque d'humilité aussi en arrivant ici à Maurice, où je me disais c'est cool, j'ai quand même fait un truc, c'est plutôt bien ce que j'ai réussi dans ma vie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de gens qui ont fait tellement plus. Donc voilà. Après, la comparaison, c'est bien pour l'inspiration. Après, c'est voilà, d'éviter non plus de tomber dans la flagellation quotidienne. Et je voudrais finir sur un aspect parent-enfant. On est tous les deux papas. Et moi, j'ai une routine quotidienne où il y a certains mantras que je relis tous les matins. Et donc, je vais finir là-dessus sur peut-être que ça apportera à certains la motivation de faire. C'est que les enfants n'écoutent pas ce que vous dites, ils regardent ce que vous faites. Donc, si vous leur transmettez les bonnes choses, passez à l'action.